je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu parlais d'une transaction. Puis la relation avec les membres, elle peut être assez transactionnelle, mais ce qu'on veut en les fidélisant, c'est de passer de cette relation purement transactionnelle vers un lien qui est vraiment durable pour justement aider à ce renouvellement. Parce que quand on est dans du membership, le membership, généralement, n'est pas à vie. On cherche un renouvellement. Donc, pour faciliter puis pour encourager le renouvellement, c'est là qu'on va vouloir vraiment développer un lien qui est durable avec ses membres. Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, une de nos capsules techniques où on va parler de fidélisation des membres. Mais avant qu'on commence le sujet, avant que je vous présente notre experte aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à commenter, à partager, le petit pouce en l'air pour ceux qui seront sur YouTube. Ça nous donne un coup de main à ce que les vidéos soient facilement retrouvables. Puis ça permet aussi à ce que d'autres gens comme vous puissent trouver nos contenus et les apprécier aussi. Aujourd'hui, pour parler de fidélisation des membres, je reçois une experte de la fidélisation du nom d'Andréane Rondeau. Bonjour Andréane. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Tu as une expertise qui ne court pas les coins de rue, disons, là, expert en fidélisation, il n'y en a pas des millions. J'aimerais ça que tu nous présentes un peu qui tu es, puis ce que vous faites chez Stratelix, pour mieux qu'on comprenne là, dans quelle dynamique ça s'installe dans le membrariat, ce qu'on va discuter pour les prochaines minutes. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je vais commencer peut-être par parler de mon parcours. Là. Donc, effectivement, spécialiste en fidélisation ou experte en fidélisation, comme tu le dis. Moi, j'ai commencé ma carrière en marketing relationnel dès le départ. Là. Donc, ça fait plus de 25 ans maintenant, presque 25 ans, j'aimerais dire maintenant, que je travaille avec tout ce qui est marketing relationnel puis fidélisation. Il y a une quinzaine d'années probablement maintenant, j'ai vraiment pris le tangente du relationnel pour vraiment me spécialiser en fidélisation. Je l'ai fait dans différents cadres, donc du côté client, là, en entreprise pour fidéliser la clientèle comme telle. J'ai travaillé d'un point de vue technologique aussi parce qu'il y a beaucoup de plateformes de fidélisation, donc j'ai fait un passage au niveau technologique. Puis, il y a maintenant bientôt 8 ans, j'ai fondé Stratelix. Donc, Stratelix, c'est une agence conseil en fidélisation. Donc, on fait tout l'accompagnement stratégique et opérationnel pour la mise en place de stratégies de fidélisation, que ce soit autant, effectivement, d'un point de vue des organisations, d'un point de vue du commerce, dans la relation avec les consommateurs, avec les donateurs, avec les membres, mais aussi avec les entreprises, donc dans le B2B. Fait qu'on couvre pas mal tous les secteurs. Puis, notre rôle, en fait, c'est d'accompagner les entreprises à développer des relations durables avec leurs clients ou les différentes parties prenantes. Là. Donc, on va vraiment travailler sur la stratégie, le business case qu'on appelle, là, tout le volet financier qui est derrière ça pour s'assurer que les stratégies sont viables, puis toute la mise en place, puis l'optimisation pour ceux qui en ont déjà encore ou pour ceux qui la mettent en place puis qui désirent continuer de faire évoluer parce que ce genre de stratégie-là, évidemment, c'est pas un élément que tu mets en place puis que tu laisses derrière, il faut que tu continues à la faire évoluer. Fait que voilà, on est une belle petite équipe située à Montréal, puis on accompagne maintenant depuis 8 ans différentes entreprises dans ce domaine. Donc, si on place un petit peu la discussion de la fidélisation pour les OBNL plus spécifiquement, là, on va parler de membership. Pour ceux que ça intéressera, on va aussi parler de fidélisation de donateurs dans une autre capsule, mais au sens plus global aussi, la majorité des organisations ont besoin de ce qu'on va appeler une transaction, que ce soit un changement de comportement, que ce soit une présence à un événement, que ce soit le renouvellement ou l'adhésion du membership ou le geste de créer des dons. Cette transaction-là, on veut qu'elle se répète dans le temps, on veut que les gens soient proches de nous, qu'ils puissent en parler. Donc, la fidélisation, ça englobe plusieurs éléments qu'on veut reproduire dans nos organisations, mais c'est pas tout le monde qui prend ça sur l'angle de la fidélisation. Puis je trouve ça important aujourd'hui qu'on puisse en parler.
Puis, tu sais, d'entrée de jeu, là, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, c'est quoi les avantages de la fidélisation et de fidéliser nos membres principalement? Oui, bien, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu parlais, tu sais, d'une transaction. Puis la relation avec les membres, un peu assez transactionnelle, mais ce qu'on veut en les fidélisant, c'est de passer de cette relation purement transactionnelle vers un lien qui est vraiment durable pour justement aider à ce renouvellement. Parce que quand on est dans du membership, le membership, généralement, n'est pas à vie. On cherche un renouvellement. Yeah. Donc, pour faciliter et pour encourager le renouvellement, c'est là qu'on va vouloir vraiment développer un lien qui est durable avec ses membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis en fait, qu'est-ce que ça permet? C'est quoi les avantages? En fait, les membres vont avoir plusieurs bénéfices quand on a un membre qui est fidèle. Ça va amener plusieurs bénéfices pour l'organisation. Puis on va parler d'ambassadeur dans ce cas-là. Fait que c'est sûr que si tu es un membre engagé, que tu crois en l'organisation, que tu crois en ses valeurs, que tu crois en sa mission, puis que tu y adhères, bien, tu vas devenir un ambassadeur, puis par défaut, tu vas parler de la marque, tu vas parler de l'organisation, tu vas parler de ce que tu fais, tu vas recommander à ton réseau aussi, ce qui fait que l'acquisition devient plus facile aussi parce que tu as tous tes membres fidèles. Fait que si tu as 100 000, 2000, 10 000, 50 000, 100 000 membres, ben, si chacun d'entre eux, c'est des ambassadeurs, mais tu as plein de monde sur le terrain qui parlent de toi en positif puis qui vont encourager d'autres personnes à te joindre aussi. Comment? Oui, j'ai dit, il y a différents avantages, effectivement. Là. Oui, c'est ça. Puis le fait d'avoir un membership, puis c'est drôle parce que je vais le rapporter des fois aussi au commerce de détail, par exemple, parce que c'est bon, souvent la fidélisation, les gens connaissent très bien là, le volet commerce de détail parce qu'on est tous membres d'un programme de fidélisation. Puis le membership, on pense par exemple à des programmes payants. Je vais faire la comparaison avec ça. C'est par exemple comme du Amazon Prime sur lequel on paye un membership à chaque année, puis on a des avantages. Mais c'est le même principe quand peu importe dans quel secteur on est, ça amène une stabilité au niveau des revenus. Aussi parce que le membership, des fois est payant, des fois il l'est pas. Souvent est payant. Mais si ce n'est pas le membership comme tel qui est payant, bien, il y a des revenus qui sont associés à ce membership-là. Fait qu'en encourageant des comportements qui sont récurrents, à ce moment-là, on vient apporter une stabilité au niveau du revenu, puis on n'est pas toujours en train de courir après de l'acquisition du nouveau revenu, parce qu'on s'assure en fait qu'en étant fidèle, on a une meilleure prévision de combien nos membres vont dépenser ou combien nos membres vont rapporter à l'organisation. Puis on est en meilleure position pour vraiment faire une prévision de ça, puis de faire ses budgets, de planifier ses innovations et ainsi de suite. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un avantage, en fait, de traiter d'utiliser des concepts de fidélisation associés au membership. Mais quand on parle de membership, on va souvent parler d'offres. Donc, à quel point ce qu'on propose à nos membres, ça a une importance dans le processus de fidélisation? Ah, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est sûr que ce qu'on va proposer, c'est sa proposition de valeur. En fait, c'est vraiment la valeur qu'on offre en échange de ce membership-là. Fait que c'est une entente ou un engagement qu'on a. Fait que notre membre, à ce moment-là, va avoir un engagement qui est plus large parce qu'il va adhérer à une proposition de valeur, à une association. Comme je te disais, des fois, il va payer cette cotisation-là ou ce membership-là. Puis c'est là que les avantages qu'on lui donne en contrepartie, en fait, c'est toute la promesse de valeur qu'on lui donne. Puis ça permet d'avoir une relation, ce qu'on va dire qui est bilatérale. J'adore parce que il faut pas non plus oublier que dans certains contextes, le membership est obligatoire. Mettons, je vais prendre par exemple les autres professionnels, le membership est obligatoire. Fait que tu as une fidélisation, on va dire, une fidélisation qui est comme de facto parce que les membres sont obligés de payer leur membership. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce que tu veux uniquement que les membres payent leur membership puis ça s'arrête là parce qu'ils sont obligés?
à ce moment-là, on ne parle pas vraiment d'une relation bilatérale. T'sais. Je ramasse le revenu, mais je ne te donne rien en échange, ou je te donne juste les services obligatoires que je suis obligée, mais tu as une perception qui est négative. On veut avoir, si je suis pour payer, j'aime mieux avoir une perception positive puis avoir une relation qui est dans les deux sens. Fait que moi, je te donne mon membership, je te paye pour ça. Je te donne aussi des données sur mon profil, sur mes habitudes, parce qu'on va collecter aussi énormément d'informations sur les membres. Puis en échange, je reçois des bénéfices qui vont me donner le goût, en fait, de continuer à faire affaire avec toi, puis d'aller chercher les avantages que tu peux m'offrir. Au niveau des avantages, il faut vraiment penser à qu'est-ce qui fait du sens avec notre organisation, avec notre marque, puis avec les attentes de nos clients, les attentes de nos membres dans ce cas-là. T'sais. Puis les avantages ils peuvent être très transactionnels. On va penser souvent, par exemple, à des rabais, à des avantages financiers qui fait que des fois, on peut, excuse l'anglicisme, mais offset le prix du membership. On peut venir compenser parce que je paye tant sur un membership. Mais si je prends avantage de tous les avantages financiers que j'ai, en bout de ligne, je vais économiser sur autre chose. Je vais économiser chez des partenaires et ainsi de suite. Fait que là, on est vraiment dans un avantage qui est transactionnel. Ça peut être super intéressant, puis c'est super intéressant, mais ça peut vraiment être bien aussi. Quand on parlait de relations durables, c'est dur de se battre sur le prix, là, peu importe dans quel contexte on est, ça devient dur avec le temps de se battre sur le prix. Fait que comment est-ce qu'on peut offrir aussi des avantages qui sont non transactionnels, qui sont plus expérientiels? Puis quand on parle d'expérientiel, ça peut être sur de la formation, par exemple. Comment est-ce que tu peux m'améliorer dans ma profession quand on est mettons, dans une ordre professionnelle comme ça, ou du contenu qui est exclusif pour m'amener des avantages, des éléments, de l'accès à de l'information finalement. Tout ce qui est événement aussi, de maillage, la mise en relation, le pouvoir de décision, c'est quelque chose qui est très fort aussi, là, tout ce qui va être au niveau d'influencer les prises de décision, d'influencer à travers des votes, des participations, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, faut vraiment voir c'est quoi, qu'est-ce qui fait du sens avec notre organisation, c'est quoi que nos membres s'attendent. Puis quand on est capable de bien réconcilier ces deux-là, là, le membership devient comme tu poses plus de questions, tu vas renouveler, puis là, tu engendres effectivement tout le mécanisme de fidélisation qui est en lien avec ça. Là. Mais d'ailleurs, tu parlais du processus de décision, de l'implication. Je veux qu'on en parle un petit peu plus. On va parler du rôle politique qu'un membre a, parce que on s'entend que c'est une des grandes différences entre un membre et un client, puis c'est une des grandes différences aussi entre le commerce de détail puis les autres types de fidélisation. La partie politique, la participation à la GA, la possibilité de devenir administrateur, le volet consultatif qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces occasions-là comme effet de levier au niveau de la fidélisation? Oui, définitivement. Oui, définitivement. Puis, je le fais, c'est drôle parce que je sais que je reviens souvent sur tout le volet commercial, commerce de détail. On est conscient que dans notre écosystème, il y a des organismes, il y en a même plusieurs qui n'ont rien à vendre, là, qui sont plus dans le changement de comportement ou qui sont plus dans avec des clientèles qui sont plus dans un volet de nécessité, là, qui n'ont pas nécessairement des opérations commerciales, mais qui vont avoir un membership parce que c'est l'outil de changement, c'est le fait de se ramasser ensemble aussi. Là. Fait que le volet politique dans ces organisations-là prend aussi tout son sens. Oui. Puis le pont que j'allais faire, en fait, c'est effectivement, tu sais, le volet politique, le volet, je parlais de prise de décision tantôt, puis de pouvoir de décision, il y a vraiment un lien, puis on le voit dans tous les secteurs. Puis quand je dis je fais lien avec le commercial, c'est que souvent, ce que je trouve quand on travaille avec des organisations qui, justement, n'ont rien à vendre, par exemple, on challenge souvent, c'est comme, mais nous, on n'a rien à vendre, fait comment qu'on va faire un programme de fidélisation ou comment est-ce qu'on va fidéliser, parce qu'on n'a rien à vendre, On se fait souvent poser cette question-là, puis le pouvoir de décision, c'est un exemple que j'utilise, qu'on utilise qui est super fort, même quand on regarde le volet commercial, parce que, par exemple, on peut offrir à ses clients, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mettons, de participer à du développement de produits, des sondages pour développer des produits, des choses comme ça, des catégories de produits, mais c'est un pouvoir de décision. Mais des fois, il est beaucoup plus limité dans un contexte commercial. Fait l'avantage, justement, quand on n'est pas dans ce contexte-là, c'est que le volet politique s'inscrit vraiment dans cette même lignée-là
Puis, on a tous les outils, en fait, toute la structure en place pour venir proposer aux membres un rôle qui est plus politique, comme tu disais, par exemple, mettons, participer à l'Assemblée générale, dans certains cas, siéger à un conseil d'administration, on comprend que c'est pas tout le monde qui peut siéger au conseil d'administration, mais il y a des comités consultatifs aussi qui peuvent être, qui sont en place toujours. Puis, on a des membres qui peuvent venir participer à ces comités-là. Puis, ce que ça fait, c'est que ça crée vraiment un lien émotionnel qui est super fort parce que là, tu es engagé dans de la décision. Quand tu prends, on sait, quand tu prends une décision, il y a un côté émotionnel de prendre cette décision-là, tu as réfléchi, tu y as pensé, puis après ça, ben, tu es engagé là-dedans, tu as pris cette décision-là pour passer aux prochaines étapes. Fait que ça permet vraiment de dire, ben, OK, je ne suis plus juste un membre, je veux dire, bénéficiaire où je paye un membership puis j'obtiens des avantages, mais je deviens avec un rôle influenceur. Puis ça, bien évidemment, c'est beaucoup plus émotionnel comme type de relation. Fait que tu viens comme un co-créateur finalement de l'organisation. Je vais vraiment utiliser ce terme-là là, de co-création parce que tu as un rôle d'influence, parce que tu vas avoir la chance de voter, avoir la chance de rencontrer la direction, avoir la chance de participer à certaines décisions stratégiques qui amènent ce côté-là, puis même peut-être d'influencer le futur, les décisions futures ou les orientations futures. Fait que pour un membre, c'est super engageant. Puis d'un autre côté, je vais le positionner pour l'organisation aussi. Ça peut vraiment être bénéfique parce qu'on apprend énormément à parler avec ses membres parce qu'eux autres, ils vivent la réalité dans tous les jours. Là. On va l'apprendre pour les avantages qu'on leur offre, mais on l'apprend aussi pour les orientations, pour les décisions que l'organisation prend. Tout ça fait que c'est une façon en fait super engageante de donner comme une voix à ses membres. Donc c'est ça. Mais ce que j'ajouterais par contre, puis je serais curieuse de t'entendre aussi là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit bien fait. Parce qu'il y a quand même un risque, là, c'est ça, là, je veux dire. Déjà, si tu as, encore une fois, je veux dire, mettons, 20 000 membres, tu ne peux pas avoir tes 20 000 membres assis autour de la table au conseil d'administration, là, tu sais. Puis des fois, il faut savoir bien les sélectionner aussi, puis il faut faire attention aux conditions d'éligibilité, puis d'avoir un processus qui est clair aussi, parce que des fois, ça peut avoir l'air, excusez l'expression, mais sexy de siéger au conseil d'administration, mais il faut que tu amènes de la valeur aussi. Fait, c'est quoi les attentes? C'est quoi la fréquence des rencontres? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton pouvoir de décision? Où il commence et où il arrête? Là, il y a quand même une structure, puis je sais que tu travailles beaucoup sur les structures de conseil d'administration. Fait c'est ça, pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut que ce soit vraiment bien encadré puis bien communiqué aussi. C'est ça, je serais curieuse de t'entendre là-dessus aussi. Ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est que la première étape, il ne faut pas présumer que les gens comprennent comment ça fonctionne. Ouais. Quand on parle d'AGA, quand on parle même de membership, les gens vont prendre leur carte de membre, entre guillemets, sans trop savoir dans quel univers ils ont mis leurs pieds puis à quel point ils ont un pouvoir vraiment dans l'organisation en tant que membre individuel. Quand on parle d'Assemblée générale annuelle à des gens, beaucoup me disent, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Un conseil d'administration? Ah, c'est pas la ville ou le gouvernement qui offre ce service-là. Fait qu'il y a une première partie qui est une partie d'éducation sur comment fonctionne un OBNL. Puis pour beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans les OBNL, le concept du membership, il est mal compris, il est mal utilisé. Puis ça m'amène à ma prochaine question qui est une étape qui est très souvent mise de côté, qui est le processus d'accueil. Le fameux onboarding, là, les premiers contacts qu'on va avoir avec l'organisme. J'aimerais ça que tu m'en parles, puis à quel point ça va avoir une importance dans le futur de la relation entre l'organisme et ses membres. Oui, mais ça en a l'air, puis ça a l'air un petit peu simpliste, là, mais on le dit souvent, tu n'as pas vraiment, je me souviens plus exactement la formule. C'est toujours une occasion de faire une première occasion. C'est exactement ça. C'est ça, mais c'est vrai, parce que, dans le fond, quand tu arrives en mode d'accueil ou d'onboarding, comme tu disais, ben, c'est tes premiers contacts. T'sais. Fait que là, tu as un intérêt initial ou une obligation initiale de joindre au niveau du membership, mais comment est-ce que c'est ton occasion, en fait,
de faire valoir comment est-ce que cet intérêt initial-là peut vraiment devenir une relation bilatérale, donc où les deux vont gagner, puis qui est durable. C'est quoi les valeurs? C'est le temps de bien communiquer la raison d'être, puis d'engager le dialogue aussi. Ça, c'est important parce que des fois, dans le cycle d'accueil, on a tendance à parler de soi, parler de soi, parler de soi comme organisation. Des fois, on ne le fait pas, malheureusement. Déjà, je vais commencer par cette base-là. Il faut savoir se mettre en valeur. Il faut parler de c'est quoi les valeurs, c'est quoi la mission, c'est quoi les réalisations, c'est quoi les bons coups. Je veux dire, même c'est quoi les défis. Parce que justement, on va mettre en confiance la personne, on va gérer les attentes, on va présenter ce qui s'en vient. T'sais. Fait que oui, il faut savoir bien se positionner, il faut savoir se présenter, accueillir, faire découvrir, pas assumer que les gens vont connaître c'est quoi les avantages, vont connaître c'est quoi, comme tu disais, tout le détail des actions qui sont réalisées ou des processus, des étapes, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, là, des fois, dans le membership qui sont obligatoires, qu'on va passer. Fait que prendre le temps de bien communiquer, de bien informer. Puis je le dis aussi, d'initier le dialogue. Oui, c'est bien, il faut parler de ce que nous, on va apporter, mais il faut aussi aller chercher de l'information, aller chercher les attentes, les préférences, d'engager ce dialogue-là. Puis ça, je trouve que c'est souvent une occasion qui est manquée dans les processus d'accueil. Parce que si on engage dans cette conversation-là dans les deux sens, puis qu'on voit que ça permet en fait de développer une relation plus intéressante. Si tu rencontres quelqu'un, tu vas prendre un café avec quelqu'un, puis qui parle pendant 1h30 sans te poser aucune question, tu vas partir de là, puis des fois, OK, tu restes ton appétit un peu. C'est une belle relance. Tu vas te sentir comme étant un numéro parmi d'autres. Oui, c'est ça. Tandis que si je m'intéresse à ce que tu dis, je m'intéresse à ce que tu penses, je m'intéresse à ton feedback. Des fois, tout ce qui est demandé à la personne de nous parler à travers des formulaires, des questionnaires, des choses comme ça, de demander à la personne de nous partager ses intérêts, en les respectant évidemment, de demander du feedback aussi. Sur comment ça s'est passé, le modèle, c'est quoi leurs attentes, comment est-ce qu'on pourrait mieux les accueillir, comment est-ce qu'on pourrait mieux les encadrer. L'accueil, c'est pas juste un courriel qui dit bonjour, puis voici tous nos avantages, puis voici ce à quoi, qu'est-ce qu'on représente, puis c'est quoi notre mission. Fait qu'il faut que ça s'étale dans le temps. Fait qu'après un certain moment, on va venir justement chercher la rétroaction pour engager le dialogue. L'autre composante aussi que je trouve que des fois on minimise, c'est d'avoir comme de générer des actions aussi, des premières actions. Parce que, encore une fois, je disais, on parlait de pouvoir de décision tout à l'heure, mais au-delà du pouvoir de décision, si je prends action, j'ai un pied dans la porte finalement quand je prends action, fait que je suis un petit peu plus engagée. Fait que si on est capable de générer des premières actions, peu importe qu'est-ce que vous cherchez comme type d'action, si on est capable de générer ces actions-là, comme si par exemple, il faut venir compléter certaines informations ou dans certains cas, ça peut être de parler de l'organisation à d'autres personnes, ça peut être de consulter certains contenus qu'il faut qu'ils soient consultés ou qu'on veut qu'ils soient consultés. De générer, de donner des incitatifs, de parler de ces actions-là à faire, ça aide justement à avoir un meilleur onboarding puis à gérer les attentes puis la relation dans le futur. Écoute, dernière question en conclusion. Si tu avais un conseil à donner à un gestionnaire qui veut intégrer des bonnes pratiques de fidélisation, là, surtout dans le cadre de l'écriture des politiques de membrariat, là, ça serait quoi? Juste un. Juste un, oui, on va se limiter à un essentiel. Un essentiel, OK. Moi, je pense que un essentiel, ça serait de mettre le membre ou l'humain, parce que des fois, il y a plus que le membre dans l'organisation, au cœur du processus dès le début. Il faut penser à c'est quoi les valeurs, c'est quoi les attentes, pourquoi on veut le fidéliser, c'est quoi les bénéfices qui vont faire une différence pour cette personne-là. Fait que vraiment, toujours de regarder, des fois, on a tendance à ah oui, mais c'est pas grave, on s'adapte, c'est pas grave, c'est ça nos contraintes, et ainsi de suite. Mais de revenir à toujours pourquoi, c'est qui votre membre,
c'est quoi ses attentes, puis pourquoi il fait affaire avec vous, c'est quoi les bénéfices qu'il va en tirer. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que si on part de là, on commence à se poser les bonnes questions. Puis quand on se pose les bonnes questions, ben là, on a tout le mécanisme qui suit par la suite. Bon, je me doute que tu as une liste de questions quand tu rencontres les organisations pour être capable de bien placer les stratégies par la suite. Là, je ne suis pas inquiet que vous êtes capable d'accompagner à faire un bon diagnostic. Écoute, Andréane, sujet qui est super important. On n'en parlera pas assez, mais quand même, je te remercie de ta participation aujourd'hui. Je te remercie de ta contribution. Pour les autres qui sont à notre écoute, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère vous voir dans une de nos activités prochainement. Bye bye.